Tout le monde sait que pendant la Révolution française, l'Assemblée nationale a exprimé ses espoirs, son point de vue sur les relations humaines, sa vision pour la politique de l'avenir. Son slogan était, avec un petit changement, liberté, fraternité, égalité. Mais il lui restait 3 questions importantes. Que signifiaient ces mots? Quelle personne incluait-il? Liberté. Que signifiait ce mot pour les esclaves qui habitaient aux Caraïbes? Seraient-ils libérés? Would there be liberty for slaves in French colonies? Fraternité. Que signifiait ce mot pour les femmes françaises? Y aurait-il aussi de la sororité? Qui pourrait voter en France? Seulement les hommes. En 1789, l'Assemblée nationale a promulgué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Seulement pour les hommes? Ou pour tous les Français? Would the revolution bring just fraternity or also sorority for French women too? Égalité. Que signifiait ce mot pour les Juifs en France? Dans l'époque médiévale, les Juifs étaient un peuple à part. La plupart des lois du royaume français ne s'appliquaient pas exactement à eux. Leur choix de métier était limité. Ils avaient leur propre souveraineté. La Révolution inclurait-elle les Juifs comme citoyens? Would there be equality for French Jews? Ces 3 questions étaient très importantes parce qu'elles signifiaient les frontières des idées, des idéaux, des révolutionnaires. Une révolution pour qui? Liberté pour les esclaves, fraternité pour les femmes, égalité pour les Juifs. Et l'Assemblée nationale a répondu à ces 3 questions comme ça. Non. Non. Et peut-être. Ce moment n'était pas seulement important pour la Révolution, pour la France. C'était aussi une différente révolution, une révolution dans l'histoire juive. La France était le premier pays qui a émancipé ses Juifs. Et donc, la Révolution française était le moment clé de la transformation des communautés juives dans le monde, de l'époque médiévale au temps moderne. Because France was the first country to emancipate its Jews, it played a key role in Jewish history. Explorons. Pour comprendre la transformation de la communauté juive pendant l'époque de la Révolution, je dois expliquer la structure de la société européenne pré-moderne. La chose la plus importante était le groupe. C'était une société corporative. On ne pouvait pas vivre tout seul. Si un juif voulait quitter la communauté juive, il n'avait pas le choix d'être laïque, to be secular. Il devait se convertir. Il devait se joindre à la communauté non juive. Il y avait plusieurs corporations, les guildes, par exemple, les charpentiers, les bouchers, les boulangers.
Le clergé était une corporation et les nobles aussi. Et les Juifs, qui vivaient séparés et qui ne faisaient pas partie d'autres communautés en France. The Jews were a separate group in medieval France. De plus, pendant le XVIIIe siècle, les Juifs représentaient une minorité minuscule de la population française. 30 000 Juifs vivaient parmi 26 millions Français non-Juifs. La plupart des Juifs habitaient en Alsace, peut-être 20 000 Juifs. Et moins peut-être 5 000 habitaient à Bordeaux et Bayonne. Le reste vivait dans tout le pays, avec un petit groupe à Paris. Ces communautés juives étaient très différentes. There were two very different Jewish communities in France, in Alsace and in Bordeaux. Les Juifs qui vivaient à Bordeaux étaient Juifs séphardis et ils étaient plus acclimatés. Ils s'habillaient comme les Français non-juifs. Ils parlaient français. Leur façon de vivre apparaissait plus française. Et aussi, avant la Révolution, le roi leur avait donné plusieurs droits et quelques-uns ont même voté pour l'Assemblée nationale. En revanche, les Juifs en Alsace étaient Ashkenazis, un groupe de Juifs différents. Ils s'habillaient différemment, ils parlaient yiddish, leur propre langue qui provient de l'allemand. Et aussi, ils étaient très pauvres. Et ils ont subi, mais aussi ont joui d'une situation qui a survécu l'époque médiévale. Ils étaient une corporation unique. Les Juifs en Alsace se sont gouvernés. Le royaume a imposé aux Juifs plusieurs taxes, mais chaque Juif ne payait pas directement sa part de taxes au gouvernement français. La communauté recueillait les taxes et les versait au royaume en groupe. Ils ont subi des limitations de métier. Par exemple, ils ne pouvaient pas se joindre aux professions organisées en guildes. Plusieurs ont prêté de l'argent avec un taux d'intérêt élevé et donc étaient détestables au point de vue de la population. Jews in Alsace did not have to pay individual taxes. They were collected by the Jewish community and handed over in a lump sum. Jews were severely limited in choice of profession and residence. Ils ne pouvaient pas choisir où habiter. Il y avait des villages séparés pour les Juifs. Leurs lois ont suivi les lois traditionnelles du Talmud et étaient administrées par des juges juifs. Et évidemment, ils n'étaient pas soldats pour l'État. Pendant les années avant la Révolution, les philosophes de l'époque des Lumières ont développé quelques idées au sujet des Juifs. L'abbé Grégoire était un prêtre de Lorraine qui a popularisé l'idée que la France devait émanciper ces Juifs. D'un autre point de vue, il est facile de l'imaginer comme un libéral, un homme qui considérait les Juifs comme ses égaux. Mais ce n'est pas correct. Grégoire a rejeté l'idée que les Juifs étaient détestables à cause de leur nature, ou qu'ils étaient détestables à cause de la colère de Dieu. Pour lui, les Juifs étaient détestables à cause des discriminations et persécutions
qu'ils ont subi. La possibilité qu'ils simplement n'étaient pas détestables n'était considérée par aucun philosophe de l'époque des Lumières. Étonnamment, pendant la Révolution, l'avenir des Juifs était un sujet important. Pourquoi? Ils étaient une minuscule proportion de la population. Mais alors, ils devenaient un symbole des limitations de la tolérance, des frontières de l'égalité, et les débats sur leurs droits devenaient une des plus importantes questions symboliques face à l'Assemblée nationale. Despite the small Jewish population of France, the question of Jewish emancipation loomed large because they became a symbol of the boundaries of tolerance and equality. Le débat le plus important a eu lieu le 23 décembre 1789. Je vais vous présenter deux citations que j'ai choisies parmi les discussions. Jean-Séverin Maury, cardinal et archevêque de Paris. J'observe d'abord que le mot juif n'est pas le nom d'une secte, mais d'une nation qui a des lois, qui les a toujours suivies et qui veut encore les suivre. Appeler les juifs des citoyens, ce serait comme si l'on disait que sans lettre de naturalisation et sans cesser d'être anglais et danois, les anglais et les danois pourraient devenir français. The Jews are not a sect, but a nation with its own laws. To say the Jews are going to become French is kind of like saying English people or Danish people, without giving up their Danishness or their Englishness, are going to become French too. Comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, noble officier et homme politique. Ce people, dit-on, est insociable. Il lui est ordonné de prêter à usure. Il ne peut s'unir à nous ni par le mariage, ni par les liens de la fréquentation habituelle. Nos mets lui sont défendus, nos tables lui sont interdites. Nos armées ne verront jamais les Juifs servir à la défense de la patrie. Je continue. Bon, il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique, ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Mais, me dira-t-on, ils ne veulent pas l'être. Eh bien, s'ils ne veulent pas l'être, qu'ils le disent. Et alors, qu'on les bannisse. Il répugne qu'il y ait dans l'État une société de non-citoyens et une nation dans la nation. Merci. We must refuse everything to Jews as a nation and must offer everything to Jews as individuals. Le 28 janvier 1790, l'Assemblée a émancipé les Juifs de Bordeaux. Et le 27 septembre 1791, dans un des derniers actes de l'Assemblée nationale devant sa dissolution, elle s'est rendue compte du fait qu'il faut émanciper tous les Juifs pour finir la Révolution. Donc, il a émancipé les Juifs d'Alsace. The National Assembly emancipated the Jews of Bordeaux in 1790 and the Jews of Alsace the following year. 15 ans plus tard, l'émancipation des Juifs en France était mise à l'épreuve à l'époque de Napoléon. Il a promulgué plusieurs règles punitives qui incluaient son décret infâme qui limitait l'usure. En revanche, il a donné aux Juifs quelques nouveaux droits.
dans ces relations entre Napoléon et les Juifs, le moment le plus important et le plus célèbre a été le Grand Sanhédrin. Maintenant, je vais décrire cet épisode et nous allons en discuter un peu. The most important, most famous moment in Jewish relations with Napoleon came when he called the Grand Sanhedrin. En mai 1806, Napoléon a formé une assemblée des notables juifs avec 95 juifs français importants, des rabbins, des banquiers, des hommes d'affaires. Il leur a posé ces 12 questions. L'année suivante, il a convoqué un deuxième congrès et leur a posé les mêmes questions. Il l'a nommé le Grand Sanhédrin. Le mot Sanhédrin évoque une cour et une législature juive de l'Antiquité. Napoléon a cru que cette structure aurait plus de pouvoir parmi les Juifs. Mais les questions restaient les mêmes. Lisons-les. Let's read the questions Napoleon asked the Grand Sanhedrin about the role of Jews in France. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Oh, le divorce est-il permis dans la religion juive? Les Juifs peuvent-elles se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Qui nomme les rabbins? Rabbin. Rabbin. OK. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs? Quelle police judiciaire? Ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire, sont-elles voulues par leur loi ou simplement consacrées par l'usage? Vous ne pouvez pas lire. Il y a-t-il des professions que la loi leur défende? La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères? OK, l'usure. Si on prête de l'argent, le taux d'intérêt, si le taux est très élevé, c'est l'usure. Shylock a fait de l'usure d'intérêt très élevé. Usure. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers? 11, l'usure entre les Juifs, parmi les Juifs, et 12 aux non-Juifs. Oui? C'est les questions. OK. Maintenant, faisons semblant nous être le Grand Sanhédrin. Vous devez former 4 groupes et chaque groupe discutera une des questions 3, 4, 5, 6. Please form 4 groups and each will discuss one of these 4 questions, 3, 4, 5, and 6. You can go back and forth between French and English if that's the best way to do it.
But in your group, once you make groups, I will assign one of the questions. And I want you to decide how you think the Jewish community might have answered your group's question. Rappelez-vous que les Juifs avaient peur que Napoléon puisse inverser l'émancipation. Mais aussi, ils devaient être loyaux envers leur religion et communauté en formulant leurs réponses. Si vous étiez des Juifs du Grand Sanhédrin, comment répondriez-vous à votre question? Écrivez une réponse de 3 ou 4 phrases et ensuite nous allons vérifier, we're going to check, si vos réponses sont similaires ou différentes de celles du Grand Sanhédrin. We will check if your answers match those of the Sanhédrin. Comme difficile c'était pour les Juifs du Grand Sanhédrin de trouver réponses qui vont plaire Napoléon et qui étaient très vrai pour eux et leur 3. Qu'est-ce que vous avez écrit? Numéro 3, oui. Ok. Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Non. Si un juif se mariait avec un chrétien, sa communauté et ses parents feraient le deuil comme si elle est morte. Et il faut qu'elle serait chrétienne. Et il faut qu'elle serait chrétienne oui. pour le reste de sa vie. C'est la même chose si pour les juifs qui sont mariés avec une chrétienne. Le Sanhédrin était conscient du danger de la réponse du chrétien qui entend la réponse. Et cette non était une bonne réponse pour tout. Ok, je n'ai pas exactement compris, mais ce groupe dit que le Sanhédrin peut avoir dit que c'est possible ou ne pas possible. Non, c'est pas possible pour les Juifs de se marier avec les non-Juifs. Parce que si jamais un juif, homme ou femme, se mariait avec un non-juif, cette personne, pour sa famille juive, était comme morte. Comme morte. C'était fini. Vérifions-nous. 3. Mariage. Il est défendu à tout rabbin ou autre personne de prêter leur ministère à l'acte religieux du mariage, sans qu'un acte de mariage civil ne leur ait été présenté auparavant. Oui, c'est important. Il ne peut pas faire des mariages juifs sans la participation du gouvernement. Le Grand Sanhédrin déclare en outre que les mariages entre Israélites et chrétiens contractés conformément aux lois du Code civil sont obligatoires et valables, et que bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revêtus de formes religieuses, ils n'entraîneront aucune anathème. Vous aviez raison, vous avez tort. Vous aviez tort, oui. Mais je sais que c'est peut-être la loi, mais la coutume était que les enfants qui se mariaient, les étrangers sont... Mais ils ont trouvé une voie
pour résoudre une situation très difficile. Nous savons que la vérité est dans la religion juive, et un juif ne peut pas se marier avec un chrétien. Ils ont su ça. Et si ils ont dit, oui, on peut se marier avec eux, qu'est-ce que leurs enfants vont comprendre? Qu'est-ce que leurs enfants vont faire quand ils se grandissent? La France les accueille, et peut-être si leurs parents disent dans le grand restaurant, ah oui, ce n'est pas un problème, peut-être que leurs enfants vont se marier. Si ce n'est pas un problème, nous pouvons se marier avec quelle personne? Avec Pierre, oui. C'était très Simon. On peut se marier avec un chrétien et c'est valable pour la France. Pour nous, ce n'est pas valable, mais pour la France, c'est valable. C'était Simon, c'était brillant. C'était quelque chose de très politique parce que n'oubliez pas que c'est Napoléon qui a écrit le Code civil, le Code Napoléon. Donc c'était une façon pour le grand Sanhédrin de dire « Oh, on suit les règles du Code Napoléon et si on suit les règles du Code Napoléon, c'est-à-dire qu'on se marie civilement, les Juifs après acceptent le Code Napoléon. » Donc, en fait, c'était une réponse extrêmement politique. Oui, oui. Oui. OK. Question 4. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Alors, notre réponse... Alors, aux yeux des Juifs, pas aux yeux du Sanhédrin, aux yeux des Juifs. Les Juifs de Bordeaux considèrent les Français comme leurs frères. Mais les Juifs d'Alsace, pas du tout. Et maintenant, mais sans doute, aux yeux du Sanhédrin, tout le monde sera frère. Parce que justement, il faut accepter le code civil. Alors voilà. Là, j'ai ajouté le truc de code civil parce que j'avais oublié. Alors, mais on était tous d'accord qu'à Bordeaux, ils étaient frères. Je pense que c'est sage. Oui. Le grand Sanhédrin, vous dites, peut dire, dans notre communauté, il y avait c'était désagréable. Oui, il y avait une communauté qui a pensé oui, et une communauté qui a pensé non. Mais nous disons que de ce moment à l'avenir, toute la communauté va dire oui. OK. Vérifions. Fraternité. En vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d'Israël, qui nous ordonne d'aimer notre semblable comme nous-mêmes, et de ne faire à autrui ce que nous ne voudrions qu'il nous fût fait. Love your neighbor as yourself. Il serait contraire à ces maximes sacrées de ne pas regarder nos concitoyens, français et italiens, comme nos frères. Bon. C'est pas seulement dans la Torah, parce que c'est l'Ancien Testament. Et pour les chrétiens, pour les catholiques aussi, c'est dans la Bible. Donc c'était quelque chose que les non-juifs pouvaient comprendre aussi. Dans l'un et dans l'autre cas, quels sont les rapports que la loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion? Groupe 5. Alors,
Par la loi, ils étaient tous égaux, Mhm. mais par leur religion, ils Mhm. étaient très à part, Mm. ce qui produisait beaucoup de conflits. Disons qu'une personne qui travaillait dans un endroit chrétien, qui ne voulait pas travailler le sabbat, parce que c'est sa religion. Donc ça produisait des conflits internals peut-être, très sévères Mm. par leur loi d'établir la façon de manger, de s'habiller, et le sabbat ou leurs fêtes religieuses où on faisait manger des choses très à part ou une chose comme ça. Alors pour moi, ce que j'ai vu quand on a parlé, c'est d'eux-mêmes, les Juifs étaient très à part de la société, de la loi, et de la façon de vivre française. Ils étaient Corrigez-moi. Ils étaient égaux, mais de leur choix, ils étaient à part Mhm. par leur façon de penser et de vivre. J'écoute que votre groupe fait une fissure entre la religion et l'État. Oui, une fissure. Et c'est comme la réponse qu'on a lue par question 4. Une fissure, n'est-ce pas? Oui. Allons, vérifions si c'est vrai. Rapports moraux. Le grand Sanhédrin prescrit à tous les Israélites comme devoir essentiellement religieux et inhérent à leurs croyances. La pratique habituelle et constante envers tous les hommes reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est une phrase biblique, n'est-ce pas? De Genèse. Quelque religion qu'ils professent. Les actes de justice et de charité sont dont les saints livres leur prescrivent l'accomplissement. Oui? Pour eux, la deuxième fois, ils ont choisi à répondre à une de ces questions par évoquer la Bible qu'ils avaient en commun avec les Français, avec les chrétiens de la France. Ok. 6. Les Juifs nés en France et traités pour la loi comme citoyens français, regardaient-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Oui. Votre réponse? Oui, la communauté juive regarde la France comme leur patrie et met la Code civil en première place. Et pour se profiter des bénéfices de la France, il faut défendre la France et le pays et aussi suivre la Code civile. Ok, ils disent, ce groupe dit que les Juifs du Grand Sanhédrin doivent avoir dit qu'ils seraient, ils auraient du loyauté, qu'ils vont aimer la France, qui pensent qu'ils ont raison. Qui pense? Oui, un peu, oui? Ok, vérifions. 6. Un Israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie est traité par les lois des deux États comme citoyen est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie. Cette fois aussi, ils disent, nous devons par judaïsme, ne pas pour la politique, ne pas pour être égal, ne pas parce que Napoléon nous a demandé. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité religieuse à dire notre réponse ici, n'est-ce pas? De les servir, de les défendre, d'obéir les lois et de se conformer sans toutes ces transactions et dispositions du Code civil. Et
c'est vrai, en judaïsme, dans notre tradition, il y a une phrase Dina de Malchut Dina du Talmud, la loi du gouvernement d'une nation, c'est notre loi. Si le gouvernement dit on doit manger du jambon, ce n'est pas la loi. Mais les lois qui ne sont pas différentes, qui sont sur les sujets différents des lois juives, sont notre loi, c'est vrai. Ils n'ont pas inventé cette idée. En outre, tout Israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi pendant la durée du service de toutes ces obligations religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui. When you fight in the army, you don't have to follow all the Jewish laws. C'est très important, n'est-ce pas? Oui, les non-juifs avaient peur. Est-ce que les juifs peuvent se joindre à l'armée, se battre dans les guerres? Et oui, ici ils disent ils ne doivent pas suivre notre loi dans l'armée. En général, les réponses du Grand Sanhédrin ont plu à Napoléon. Et la plupart des libertés des Juifs sont restées. Bien sûr, la question si les Juifs étaient 100% français n'était pas toute claire, comme on a vu durant l'affaire Dreyfus. Mais, après l'épisode du Grand Sanhédrin, les Juifs se considéraient comme des Français, et la plupart de la population française aussi. Napoléon a accueilli l'émancipation avec une force si grande qu'il l'a emportée à chaque pays qu'il a vaincu. Le processus d'émancipation était lent dans lieux comme les pays allemands, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Mais dans la décennie de 1870, l'émancipation existait partout dans l'Europe centrale. Les Juifs en Russie n'étaient pas émancipés avant la Révolution de 1917. Et la plupart des Juifs dans les pays arabes n'étaient pas émancipés avant la formation de l'État d'Israël en 1948. Many Jewish communities were not emancipated until the late 19th or even the mid-20th centuries. Pour résumer notre discussion, le processus d'émancipation représentait une transformation pour les Juifs à la vie moderne. Avant l'époque moderne, ils avaient de la souveraineté, mais leur métier était limité, leur choix de résidence était limité, et ils simplement n'étaient pas français. Ils vivaient séparés avec un différent mode de taxation, pas égaux, pas citoyens. Mais avec l'émancipation, les Juifs étaient officiellement égaux. Ils étaient des citoyens qui votaient et qui payaient des taxes comme leurs voisins. Ils pouvaient choisir leur métier et leur ville. Modern Jews suddenly could choose their own professions and residences. However, they lost their communal self-governance, and each individual had to pay taxes and face the draft on his own. Je veux finir avec une question très importante. Dans l'histoire juive, il y a deux processus importants, événements importants,
qui représente le contraire de l'émancipation. Dans le 19e siècle et le 20e siècle, l'émancipation a été inversée 2 fois. Quand ces 2 processus qui opposent l'émancipation, lesquels sont-ils? What were the 2 big processes and events that reversed emancipation in Jewish history? What was the opposite of emancipation in the following 150 years? World War II, l'Holocauste, le Shoah lui-même en total, oui. Pensez-vous, avant l'émancipation, les Juifs avaient leur village séparé. Avec l'émancipation, ils ont habité où ils ont voulu. Dans l'Holocauste, il y avait des ghettos, oui, il y avait des camps de concentration. Ok, avec les lois de Nuremberg, ils ont leur citoyenneté n'était pas en plus, oui, et ils ne peuvent pas plus choisir des métiers. Ils ne peuvent plus être votés, oui. Les nazis ont inversé le processus, mais avant l'émancipation, les Juifs ont eu la souveraineté. Ils se sont gouvernés et avec le Shoah, avec l'Holocauste, les Juifs se sont gouvernés. Oui, dans les ghettos, il y avait un petit gouvernement des Juifs. Les nazis n'ont pas décidé chaque politique des ghettos. Oui, et les nazis marche par marche, ils ont décidé de inverser l'émancipation, d'envoyer les Juifs à une époque antique pour eux. Ok. Deuxième processus dans l'histoire des Juifs, dans le 19e et 20e siècle, qui a inversé le contraire de l'émancipation. Nous avons dit le Shoah, oui. Il y a un deuxième processus. Mais ce n'est pas inversé, ce n'est pas nouveau pour les Juifs. Quelque chose nouvelle qui a inversé. C'est quelque chose, Un événement important. Oui, très important, grand. Ce n'est pas petit. Il a empêché les Juifs de se mêler à la population. Qu'est-ce que le contraire de l'assimilation, de l'émancipation, de ce processus que j'ai décrit? L'opposition, l'inverse, pensez à la communauté juive dans le monde actuel. Israël, oui. Israël est le contraire. Le zionisme a été une idée, l'idée que les Juifs ne peuvent jamais être français. Comme nous avons lu ici, oui, Maury a dit que les Juifs étaient une nation dans la nation, et ça, c'est antisémitique, n'est-ce pas? Oui, on pense que c'est antisémitique, mais les zionistes ont dit, oui,
Nous sommes une nation dans une nation. Nous ne pouvons jamais être français et donc nous avons besoin de vivre tout seul, de vivre dans notre patrie, dans notre État, dans notre terre de Palestine, l'État d'Israël. Et c'est très important aux sionistes. Ce n'était pas seulement une terre, un État où les Juifs qui sont persécutés, où ils peuvent aller s'ils ont peur, ou ils n'ont pas, où n'est pas un lieu pour vivre. Oui? C'est une idéologie. C'est une idéologie de les Juifs ne peuvent jamais être à l'aise dans les pays, dans tout le monde, parce qu'ils ne peuvent pas jamais être anglais, des noirs, français. C'est un nationalisme des Juifs. Et ça doit être l'inverse de l'émancipation. Un des premiers textes du zionisme en 1881 était auto-émancipation. Leon Pinsker, un juif russe, a écrit ce texte qui a dit « Nous pouvons nous émanciper. Nous ne pouvons pas attendre pour les non-juifs de donner les droits à nous et de nous intégrer comme Français, comme Russes. » Il a dit nous devons nous émanciper, nous devons avoir notre patrie, notre État, parce que nous sommes une nation. Nous ne sommes pas en religion, nous ne sommes pas en communauté. Nous sommes une nation et les nations doivent avoir des États. Il y a eu deux mots. On a parlé du mot juif et du mot israélite. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Les Juifs en France ont pensé que les Israélites étaient plus polis, plus acceptés. Oui, c'est la même chose. Mais le mot juif avait un peu des connotations mauvaises du passé, du temps médiéval. Oui. Et aussi israélite et aussi mosaïque. Ils ont dit, oh, nous sommes les France mosaïques. Comme Moïse. Comme Moïse, oui. Nous ne sommes pas juifs, des juifs. C'est avec les négrons et c'est avec l'usure, oui. Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes les Français mosaïques. Nous sommes les Français israélites. Mais ce n'est pas un homme différent. Ce n'est pas une religion différente. C'est des mots. C'est une mode de se décrire. There was talk about maybe settling the Jews in Uganda rather than in Palestine. And to me that was total news and that was something that was very strange. And Premier en français et donc en anglais. Les Anglais voulaient blanchir l'Afrique. Oui. Ils avaient des colonies africaines et ils ont pensé, nous pouvons exporter des Juifs en Uganda et ils peuvent faire ce pays plus confortable pour nous. Et c'était un peu intéressant. Theodor Herzl, qui était le père du zionisme moderne, il a pensé, peut-être nous avons besoin d'un État. Et maintenant, le Palestine n'est pas libre. Peut-être nous allons. Mais
Herzl était une juive de l'Ouest. Mais les juifs de l'Est ont dit avec force, nous ne voulons pas Uganda, nous ne voulons pas Afrique. Nous aimons la Palestine, nous aimons Israël et nous ne serons pas heureux d'être africains. So, this idea that the Jews could live in Uganda, Theodor Herzl, who was the founder of modern political Zionism, said, no, sure, maybe we have to get a homeland. There may be a need for it. And by the way, the British liked the idea. Uganda was British. They thought they could whiten Uganda by giving room for Jewish immigrants. So they kind of liked the idea. And the Western European Jews were intrigued. They were thinking maybe we should do what was called the Uganda Plan and just get ourselves a homeland now, because Palestine isn't available. And let's just find a homeland, because there's pogroms in Russia and we don't know what's coming next. Let's get a place for the Jews to be able to live. And the Western Europeans were intrigued. And the Eastern Europeans said, no way. The Eastern European Jews said, we want Palestine and only Palestine. And it was discussed at the Zionist Congress, Sixth Zionist Congress, and it was voted there. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous enseignez Un peu. Soit aux États-Unis, soit en Israël? Il y a des conférences universelles, Limoud conférences, où je fais des conférences. Je suis allé à Limoud South Africa, Limoud Quelle est votre spécialité? Okay. Mon expertise est l'histoire des Juifs dans l'époque moderne. Mais aussi, je m'intéresse sur la politique et sur la culture des Juifs dans l'époque moderne. Merci. Merci. Merci beaucoup.